Alors, voilà, pour faire simple et pratique, le premier trio, d'accord? C'est quoi le premier top 3? Premièrement, est-ce que ce ne sont pas les voies aériennes supérieures, ce qu'on appelle un petit peu le STOVAS, le syndrome de Toux, d'origine des voies aériennes supérieures, ce qu'on appelle par erreur, je dirais, le jetage postérieur, qui n'est qu'un symptôme qui peut cacher beaucoup de maladies. Deuxièmement, l'asthme, il y a beaucoup d'asthme infraclinique, on est porteur de gènes et les gènes ne s'expriment pas. Et ils peuvent s'exprimer à un moment donné, d'accord? C'est ce qu'on a beaucoup vu avec le Covid, puisque les virus déclenchent les allergies, donc il y a beaucoup d'asthme qui se sont manifestés. Et puis enfin, ma foi, une pathologie très fréquente qui est le reflux gastro-œsophagien. Quand vous cherchez ces 3 étiologies, vous arrivez à avoir 90% des diagnostics parmi vos patients tousseurs. Maintenant, rappelons-nous qu'on peut avoir la coexistence de plusieurs étiologies. Un asthmatique peut être mal contrôlé parce qu'il a un reflux et parce qu'il a une rhinite, par exemple, et il peut être monosymptomatique, n'avoir que la toux chronique. Maintenant, si ça ne marche pas, il me reste les 10% restants. Comment je peux réduire cet intervalle pour ne pas dire qu'elle est idiopathique? Il y a 3 diagnostics supplémentaires qui vont venir. La BPCO qui augmente en parallèle avec l'épidémie tabagique. Deuxièmement, les dilatations de bronches. Troisièmement, poser des questions simples sur les prises médicamenteuses et surtout pour les IEC. Et là, vous aurez 95% des étiologies. Je reviens à ma patiente, essayons de la connaître un petit peu. C'est une patiente de 47 ans qui a une rhinite allergique qui dit minime, qui ne la dérange pas trop, qui traite par moment. Et puis elle a un reflux gastro-œsophagien qu'elle ressent quand elle mange un peu lourd, etc. Elle a une sœur asthmatique. Elle a fait un Covid en 2021 sans atteinte pulmonaire et sans signe de gravité. Donc, si on revient sur le premier trio, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Peut-être un asthme, le RGO et la rhinite, donc le STOVAS. Donc, elle a déjà le trio. Très bien. Et puis, le Covid, c'est quelque chose qui est venu déclencher, réveiller son asthme, qui pour elle, elle n'était pas asthmatique. Et d'ailleurs, depuis ce Covid-là, elle fait ce qu'on appelle des bronchites asthmatiformes. Elle a la toux qui persiste, elle est gênée, et voilà. Et puis, son examen était normal. Est-ce que ça élimine ses diagnostics? Pas du tout. Et donc, on va bien sûr étayer nos diagnostics et peut-être traiter pour soulager cette patiente. Maintenant, essayons de voir concrètement c'est quoi ces maladies dont on vient de parler. Alors, je commence par les voies aériennes supérieures. Au fait, tout ce qui va irriter, inflammer, va donner des stimuli, des récepteurs tussigènes à ce niveau-là. Et du coup, vous pouvez aussi avoir des sécrétions. Et vos patients vous rapportent ces sécrétions qui coulent et qui bloquent à ce niveau-là, et ils veulent tousser et ils n'y arrivent pas parce qu'ils veulent dégager quelque chose, peut-être inexistante parce que c'est juste de l'inflammation, peut-être parce qu'elle est minime et collante, et c'est ce qui fait leur souffrance justement. Maintenant, sachez que l'absence de symptômes n'écartera pas ce diagnostic puisque les symptômes n'ont une valeur prédictive positive que de moins de 50%. Donc les signes, on peut avoir d'autres signes qui nous attirent vers les voies aériennes supérieures, mais parfois la toux, elle est isolée. Alors comme vous voyez, les étiologies, elles sont nombreuses. Et notre patiente, on suppose qu'elle a une rhinite allergique, donc on va la prendre en charge en tant que telle. Alors, faire l'examen ORL, juste ouvrir la bouche, des fois on peut voir l'inflammation, même les sécrétions, et on peut voir des signes indirects de réaction chronique. Et là, on peut donner les corticoïdes, les antihistaminiques, les lavages au sérum sont très conseillés, et je rappelle qu'il faut éviter les vasoconstricteurs. Donc pour notre patiente, mesure d'éviction, et puis corticoïdes locaux, et puis peut-être les antihistaminiques, ça va la soulager. Alors si on a une bonne réponse, c'est en faveur du diagnostic. Mais même si on n'a pas une bonne réponse, on ne pourra pas encore écarter complètement ce STOVAS. Donc on aura besoin de faire des examens paracliniques et surtout la nasofibrose. Alors deuxième diagnostic très fréquent, c'est l'asthme. Et l'asthme, on va être orienté. Par exemple, la patiente, elle a elle-même une atopie, elle a une sœur qui a de l'atopie, donc c'est dans leur gène. Et puis, on voit un petit peu qu'il y a un facteur déclenchant qui provoque cette toux. C'est plutôt nocturne, au petit matin, après un effort. Et puis, si on a des sifflements, ça nous oriente encore davantage, mais des fois, ils sont absents. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des explorations, au minimum une spirométrie. Mais dans les cas où la spiro est normale, ça n'exclut pas le diagnostic. Il faut faire des examens plus approfondis pour retenir l'asthme. Et d'ailleurs, depuis 2024 et dans la mise à jour toute récente sortie la dernière semaine en 2025, eh bien, les recommandations ont authentifié un phénotype qui est le cough variant asthma, donc la variante de la toux, parce que ça, c'est un phénomène de P-Covid et ce sont d'authentiques asthmatiques. Et donc, on nous donne des
recommandations quant à la manière de prendre en charge ces patients. Surtout le diagnostic qui pose problème, on peut aller jusqu'au test de provocation et on va le traiter selon les recommandations de l'asthme. Et puis enfin, il faut savoir que ça peut récidiver à l'arrêt brutal du traitement. Donc faites des arrêts très très progressifs et traitez les causes associées. Donc pour rappel, les traitements de l'asthme, on a 2 voies, 2 tracks et on choisit la voie qui nous correspond le plus. Enfin, le reflux. Je pense qu'il est très très fréquent, on le constate. Et ce reflux, cette remontée du contenu gastrique vers les voies aériennes supérieures, donc va irriter ces récepteurs. Et une partie va être soit vaporisée, soit aspirée dans les bronches. Donc ça va aggraver l'asthme. Et puis ça peut déclencher par phénomène mécanique une toux persistante. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que des fois, les reflux ne sont pas acides. Donc, tout symptôme nocturne doit faire penser au reflux et il faut traiter. Il ne faut pas attendre de confirmer, ce sont des recommandations. Et bien sûr, il faut des règles d'hygiène de vie, un IPP, l'intérêt des prokinétiques dans les reflux basiques, l'intérêt des pansements gastriques dans les reflux bilieux. Et donc, là aussi, il faut faire une dégression très très lente parce qu'il y a l'effet rebond. Donc, au total, Stovaz, asthme, RGO, 90% des causes. Et puis, c'est ce qu'on a fait chez notre patiente et on a traité, elle va beaucoup mieux. En tout cas, elle ne pleure plus. Mais elle dit qu'elle a une amélioration partielle. Il persiste encore un peu de tout. Donc, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc, quelles sont les autres choses à chercher? On a dit le deuxième trio, la BPCO. Tabac, BPCO, on est d'accord. Pour un paquet de tabagisme, c'est-à-dire 10 grammes de tabac, on a un autre ratio de 1,97. Un fumeur touche dans 9% des cas, un non-fumeur dans seulement 3% des cas. Et quand on arrête le tabagisme, eh bien, la toux disparaît en 4 à 6 semaines. Si elle persiste, il faut chercher autre chose. Est-ce que la BPCO est déjà lancée? Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a autre chose liée au tabagisme? Parce que cette fumée de tabac, ma foi, elle donne une inflammation cytotoxique destructrice. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. On a une obstruction bronchique. Donc, on a des bronches fermées et c'est non réversible. Et lorsque l'air arrive à passer à travers ces bronches, il arrive dans des alvéoles détruites. Ça veut dire que la membrane alvéolo-capillaire, pour que l'oxygène passe dans le sang, est détruite. Et ces gens-là, malheureusement, vont mourir d'insuffisance respiratoire. Et je vous rappelle que c'est la 3e cause de décès par maladie dans le monde. On craint les cardiopathies, on craint les AVC, mais j'ai assisté à plusieurs reprises à des malades hospitalisés pour des cardiopathies graves et qui meurent d'une exacerbation de BPCO parce qu'on n'y a pas pensé. Et pourtant, c'est facile, c'est très très facile. Regardez, au fait, signe clinique comme on vient de dire, donc facteur de risque, il est bronchitique chronique, il est dyspnéique. Faites une exploration. Obstruction bronchique, classez votre malade, démarrez un traitement. Et aujourd'hui, on a des traitements spécifiques parce qu'on a longtemps cru que la BPCO était un asthme sévère. Pas du tout. L'asthme est une maladie bénigne, la BPCO tue. Et donc, on a longtemps fait copier-coller des médicaments. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans notre pays des médicaments qui changent la vie et qui changent la donne. Alors, il n'y a pas que le tabagisme, il y a la BPCO chez des non-tabagiques, des femmes, des jeunes, etc. Donc, il y a la pollution domestique, professionnelle, atmosphérique. Il y a le tabagisme passif. On a aujourd'hui ce qu'on appelle early COPD, young COPD, des jeunes qui font des BPCO. Bien sûr, le tabac reste le facteur majeur. Et aujourd'hui aussi, on sait. Et maintenant, il y a des études qui nous disent que ces nouveaux dispositifs donnent de l'asthme, donnent de la BPCO. Donc, arrêtez de penser que c'est une bonne solution. En tout cas, c'est ce qu'il faut dire à nos patients. Donc, il faut plutôt faire le sevrage tabagique et ces méthodes-là qu'on a créées au début pour le sevrage et qui maintenant sont utilisées par nos jeunes adolescents, en matière de sevrage, ils n'ont pas encore prouvé leur efficacité et en tout cas, pas en première intention, on peut les discuter au cas par cas chez certains patients en 2e, voire en 3e intention. Les dilatations de bronches, c'est quelqu'un qui infecte, inflamme, réinfecte, inflamme et la bronche se dilate. C'est en général des causes génétiques, c'est en général des déficits immunitaires, donc il faut se dire pourquoi. Et puis dans certains cas, c'est uniquement séquelaire, donc il faut faire le scanner thoracique et parfois il y a des dilatations de bronches sèches. Donc on fait le scanner, on a cette image typique de bague à chaton, en fait on a la pierre en haut, c'est l'artère qui a la bonne taille. Et la bague, c'est la bronche qui s'est vraiment dilatée, donc ça donne une image assez typique, mais on peut avoir aussi des dilatations de bronches qui stiquent très très larges.
Maintenant, dilatation de bronche avec taux chronique, attention, il faut faire une bronchoscopie parce que des fois, ça peut cacher des choses. Comme ici, c'est un corps étranger, alimentaire. Comme ici, une tumeur. Donc, des fois, ce n'est pas toujours bénin. Et puis, posez la question, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Parce que c'est un piège. On va faire un scanner, de l'endoscopie, etc. Alors que oui, il prend de l'IEC. Il faut l'enlever, puisqu'on a 15% des patients qui feront de la toux sous IEC. Ça ne dépend pas de la dose. Il ne faut pas changer de molécule et rester dans les IEC, vous aurez le même effet. Et puis, ça peut paraître dans la première semaine comme ça peut paraître 6 mois plus tard. Et puis la régression aussi peut prendre du temps, entre 1 semaine à 3 mois, et ça réapparaît à la reprise de l'IEC. Donc, chez notre patiente, on a revu le deuxième trio. Il n'y avait pas d'argument pour la BPCO. Sa radio était plus ou moins normale, mais on a estimé qu'elle était de mauvaise qualité. Il y avait des îles un peu tuméfiées. On n'a pas bien compris ce qui se passait. Donc, on a demandé un scanner thoracique. C'est juste pour vous dire que la radio est insuffisante. Et elle ne prenait pas d'IEC. Donc, on a quand même traité le premier trio, mais on cherche d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? Un tousseur qui fume, cancer. Mais même s'il ne fume pas, il y a plein de cancers génétiques, sans tabagisme. Donc, il faut quand même faire une bronchoscopie. Les pneumopathies infiltrantes, le tissu conjonctif qui s'épaissit, ça fait tousser et il faut diagnostiquer vite. Et ça, c'est le rôle du scanner avant d'arriver à cette image. L'aspect on dit en rayon de miel, ça c'est de la fibrose, c'est de la destruction des zones des échanges, donc insuffisance respiratoire. Après, il y a plein d'autres choses, ça peut être un corps étranger, une embolie pulmonaire. On avait un médecin qui a toussé pendant des semaines et finalement c'était une embolie pulmonaire, une pleurésie, une péricardite, donc ça peut être plein de choses. Alors comme ici, première radio en haut à gauche, on a dit c'est des adénopathies médiastinales. Au fait, c'était une radio comme celle de notre patiente. On dit ouais, elle part en chimie normale et tout, mais quand même les îles sont tuméfiées. Je vais revenir sur cette radio. Deuxième image au milieu, c'est un thymome, une tumeur thymique. La dernière, une péricardite. Et tous ces gens-là n'avaient qu'une toux chronique qui a amené à ces diagnostics. Alors, chez ce patient-là, c'était une autre histoire. Quand on a fait le scanner et qu'on l'a injecté, c'était des anévrismes thrombosés dans le cadre de la maladie de Behçet. Et c'est un enfant qui a toussé pendant des mois jusqu'à ce qu'il fasse une hémoptysie qui témoignait de la fissure de l'anévrisme. Donc, ne vous arrêtez pas à la radio, faites un scanner et faites de l'endoscopie, surtout la bronchoscopie. Les autres, c'est au cas par cas. Et faites des explorations aussi pour le retentissement. Et donc, démarrez aussi le traitement parce que c'est aussi un test diagnostique. Alors, on a demandé un scanner thoracique chez notre patiente, mais avant d'y venir, il y a des gens chez qui on ne trouvera rien, mais réellement. Pas parce qu'on a omis de chercher des causes. Et c'est ce qu'on appelle maintenant une nouvelle entité qui pose problème, c'est ce qu'on appelle la TOCRI. La toux chronique réfractaire ou inexpliquée, c'est une nouvelle entité qu'on vient de comprendre. Ce sont des gens qui vont avoir une surexpression du canal ionique TRPV1 et au fait, c'est un récepteur de la toux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un cercle vicieux avec le tronc cérébral et c'est des gens qui vont tousser à vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rabat sur d'autres traitements dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Qui dit tout, dit sirop. Alors, les antitussifs, il y en a plein, effectivement, mais il faut savoir qu'ils agissent au niveau central, donc il ne faut pas en abuser. Il faut les éviter en cas de toux productive. Les fluidifiants, il y en a aussi beaucoup. Maintenant, il faut que la personne soit capable d'extérioriser les sécrétions ou si on peut associer une kiné, sinon on va inonder le patient par ces sécrétions. Et bien entendu, là aussi, pas de consommation prolongée. Et sachez que pour les fluidifiants, ils sont égaux au placebo et l'hydratation fait autant, si ce n'est mieux, selon certaines études, donc hydratez vos patients. Alors quand justement on est dans cette TOCRI, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on peut associer les corticoïdes pour leur effet anti-inflammatoire, les anxiolytiques pour calmer le patient, et puis on peut aller vers la psychothérapie, l'hypnose et autres méthodes parce que c'est ce cercle vicieux et on essaie juste d'atténuer les séquelles. Maintenant, en cas d'échec, on peut aller vers d'autres molécules. J'ai souligné la morphine qui a donné de bons résultats. Dans la forme LP, on peut avoir de bons résultats. Et puis, ma foi, moi je suis adepte des recettes de grand-mère, je ne suis pas contre et j'encourage mes patients à m'en parler. Parce qu'en général, ils hésitent. Ah, vous savez, on a pris un peu de ça, mais oui, ça peut aider, sauf qu'il me faut quand même un traitement médicamenteux.
Et puis, il ne faut pas oublier que la toux donne des complications majeures. Hein. On a des hernies qui peuvent se compliquer, on a des pneumothorax qu'on peut avoir, on a plein de choses, hein, des fuites urinaires chez les femmes surtout, etc. Et puis, il ne faut pas oublier le retentissement psychosocial. Il y a des gens qui me disent « j'arrive pas à tenir une réunion ». Il y a des enseignants qui n'arrivent pas à finir leur cours. Il y a des gens, quand ils sont invités, me disent « tout le monde me regarde de travers parce que dans la tête des gens, tousser, c'est infectieux ». Alors que tousser, comme vous voyez, ça peut être plein de choses. Alors en pratique, en fait, il y a plusieurs diagrammes. Je vais passer sur ces diagrammes. Prenez-les en photo si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Après, selon l'évolution, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des traitements, on fait des bilans, etc. Mais moi, je vous invite à être pratique et à poser ces questions. 1. La toux se déclenche pendant la nuit, suite à un effort, je finis et je reviens pour respecter le temps. Alors, la toux se déclenche la nuit, suite à un effort, après un allergène, asthme. Y a-t-il des signes ORL? Stovas. Digestif, ORL. Nocturne sans signe digestif, pensez quand même, RGO, pensez RGO. Patient fumeur, BPCO, mais pas que, cherchez les autres facteurs. Bronchite bronchorée chronique, BPCO, DDB, prise médicamenteuse. Et puis, vous allez juste me permettre de finir qu'il faut faire un scanner. Et puis, chez notre patiente, voici le scanner. Regardez, c'était caché derrière le cœur. On pensait que la radio était sensiblement normale. Il y avait des grosses adénopathies. On fait la broncho, elles étaient à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Maintenant, on a la chance de faire ce qu'on appelle l'écho-endoscopie. Donc, on utilise un bronchoscope avec un petit échographe. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, j'active l'échographe, je vois ce qu'il y a en dehors. Ça nous évite d'ouvrir, de faire des chirurgies juste pour comprendre ce qui se passe. Et puis, on fait des bronchoaspirations. Donc, on a une seringue sous vide et on est dans l'adénopathie à ce niveau-là et on aspire. Et on a même l'anapathe sur place qui nous dit qu'il a de bons fragments, qu'il a un diagnostic et si on doit arrêter ou continuer. Et au final, cette patiente avait un granulome évocateur d'une sarcoïdose et on l'a traitée et elle va très très bien. Enfin, le dernier traitement né en janvier 2025, c'est le Gefapixant pour les toxries, pour les gens qui sont vraiment avec une toux idiopathique et vraiment handicapante. Voilà, donc c'est un nouveau espoir. Pour conclure et dire que c'est un symptôme fréquent mais gênant, qu'il faut trouver l'étiologie. Qu'en l'absence d'étiologie recherchée, le premier trio, le deuxième trio est traité et puis complété surtout par le scanner et la bronchoscopie. Et prenez en charge également, et c'est très important, l'impact physique et psychosocial pour redonner le sourire à vos patients et notamment à notre patiente. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Oustada. Généreuse et rayonnante comme toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se prendre deux questions rapidement. Monsieur, le monsieur tout à l'heure, il voulait pas, docteur, question, après. Merci, docteur Khattabi. Ma question concernant les IEC, les taux dus aux IEC. On comprend bien si on démarre un IEC et on déclenche une toux, on arrête, peut-être ça va se régresser. Mais je parle des gens qui prennent des IEC pendant des années, ils déclenchent une toux. Est-ce qu'il suffit d'arrêter l'IEC ou à aller explorer? Merci beaucoup. Merci. Question très intéressante. Au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut tenter d'arrêter l'IEC, de surveiller sur un intervalle court. Mais logiquement, il faut chercher les autres étiologies parce qu'on peut avoir un chevauchement des causes. Maintenant, si tout rentre dans l'ordre et qu'il va bien, on change de molécule complètement et voilà, le tour est joué. Mais si la toux persiste encore, je pense qu'il faut explorer, faire un scanner parce qu'il y a le droit de réagir aux IEC et de faire, je ne sais pas, un cancer ou autre chose à côté. Donc, il vaut mieux explorer si ça persiste. Deuxième question, docteur Nasseri. Docteur Mounia, on va faire l'exception et te donner la troisième question après, docteur Nasseri. Je voudrais vous remercier pour cet exposé vraiment très très riche et je voudrais encore vous féliciter pour votre dernier livre, juste une dernière, c'était vraiment magnifique. Et ma question c'est par rapport à la toux idiopathique. Alors on trouve certains médecins, enfin certains patients qui sont très très stressés et ils disent que c'est idiopathique, toutes les investigations sont normales. Est-ce qu'il y a une place des antidépresseurs dans ce genre de toux? Oui, c'est très pertinent ce que vous dites, parce que, la toux peut donner la dépression, d'accord?
Et il peut y avoir un contexte dépressif méconnu qui va aggraver l'atout. Donc, il faut lui chercher une cause, certes, mais dès que vous palpez la dépression, je pense aussi qu'il faut la traiter. Ça va beaucoup aider. D'ailleurs, moi, j'ai parlé d'anxiolytique, j'ai parlé d'hypnose. C'est dans le sens d'un malaise psychique, je vais dire. Mais s'il y a la dépression, c'est une maladie et il faut la traiter. Si le patient arrête de tousser, il ira aussi mieux. Mais voilà, ça peut aller dans les deux sens. Parce que s'il est dépressif, et souvent il y a dépression, anxiété, eh bien, il va aggraver. Parce que l'anxiété crée ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation. Et ça va encore provoquer la stimulation des récepteurs tussigènes et aggraver l'atout. Donc c'est une boucle, effectivement. Oui, la dépression, c'est un mal dans notre société et il faut la traiter. Merci. Oui, alors merci. La dernière question, Mounia, et rapidement. Oui, merci pour votre exposé et grand merci à l'association Amal pour son congrès très réussi et les thèmes très bien choisis. S'il vous plaît, pour revenir à la question de ma collègue, il y a des patients et des patientes, par exemple des étudiants, que lors des examens et tout, il y a de l'atout qui survient et qui est résistante. Est-ce que c'est pas vraiment lié à une dépression? Comment procéder dans ces cas? Merci. Alors, je ne veux pas dire que la dépression donne l'atout, loin de là, mais moi je vois beaucoup d'étudiants qui consultent justement pour une toux et une dyspnée durant cette période, d'accord? Alors, il faut faire le même raisonnement. C'est souvent des asthmes cachés et qui vont être déclenchés par l'état d'anxiété. C'est souvent des reflux, parce que voilà, il exprime son anxiété dans son tube digestif. Il faut voir un petit peu, est-ce qu'ils abusent des stimulants, est-ce qu'ils ont un sommeil adéquat, etc. Et puis aussi, traiter le nez, c'est très important parce que ça va s'intriquer. Donc encore une fois, ça peut être un asthme méconnu qui se déclenche par l'état de stress, ça peut être un reflux à cause du stress, comme ça peut être aussi une rhinite, tout bêtement, qu'il ignore. Et vu qu'il va ouvrir la bouche, ça va encore stimuler ici. Et voilà, donc c'est une boucle. Bien entendu, on finira après la prise en charge. Toujours est-il, chez ces patients-là, je n'arrête pas le traitement. Je mets un traitement. Et par exemple, s'il est connu asthmatique et qu'il était prévu de dégraisser ou d'arrêter, je n'arrête jamais durant la période des examens. C'est bien après. Et en général, tout rentre dans l'ordre. Moi, j'avais une étudiante brillante comme ça. Et maintenant, elle va très très bien. D'ailleurs, elle a fait médecine. Elle était au bac. Maintenant, elle a fait médecine. Elle va très très bien avec cet accompagnement. Merci beaucoup, Oustada.